Bonjour Marc, comment allez-vous? Ça va bien, bonjour Annabelle, oui ça va bien, merci. Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je suis Marc Séclin, je suis le directeur de production d'une petite boutique de communication à Montréal, Québec, Canada, dont le métier c'est de faire de la formation et dont les deux intervenants principaux sont directeurs de plateau ou adaptateurs de doublage synchrone ou de surimpression vocale suivant les commandes, voilà. Et on fait aussi un petit peu de formation sur nos logiciels qui bougent tout le temps et à toute vitesse pour avoir des jeunes collègues qui se lancent dans le métier. Voilà. Et vous êtes aussi adaptateur de films et de séries. Oui, je viens de terminer deux épisodes d'une série pour Disney qui s'appelle Reservation Dogs. C'est la troisième saison. Et puis avant, j'ai participé ici pour le Québec. J'ai écrit deux épisodes de La Reine Rouge, qui est une série espagnole formidable. J'ai une formation de comédien, oui, j'étais au Conservatoire de Paris quand j'étais très jeune. J'y suis passé très vite parce que j'ai commencé à travailler en compagnie. Et puis après un parcours de comédien en compagnie et en tournée nationale et internationale, je suis devenu professeur aussi dans un studio de théâtre qui est devenu une école d'État depuis. Et puis après, j'ai émigré il y a quelques années maintenant au Québec et où j'ai continué à faire plus de l'adaptation et de la formation à l'adaptation. Mais c'est quoi justement l'adaptation? Pourquoi on appelle ça de l'adaptation par rapport à de la traduction? Le traducteur, il a l'auteur en face de lui et c'est une relation très courte. Nous, on a un réalisateur, un dialoguiste qui a écrit le dialogue original, et si ça se trouve, une autre culture. Je veux dire, euh, je prends toujours cet exemple, l'anglais, c'est une langue germanique, à structure germanique, le français, c'est une langue latine. Déjà, on n'organise pas les mots au même endroit dans la phrase, et c'est là qu'avec les collègues traducteurs sérieux de romans ou de sciences ou de je ne sais quoi, on dit on traduit pas des mots, on traduit du sens. Et nous, on est particulièrement dans chaque téléfilm, chaque série, chaque film est un témoignage de l'état du monde au moment où il est fait. Et le monde change tout le temps, y compris, par exemple, le monde anglophone, mais y compris nous chez nous. Chez nous, dans toute la francophonie, et chez nous, dans toutes les petits endroits de la francophonie, le vocabulaire des jeunes, par exemple, change tous les 6 mois. Les mots à la mode changent tous les 6 mois. Donc, il faut vérifier le sens des mots, respecter la situation dramatique et aussi voir quel est l'usage du mot dans tel ou tel champ lexical de tel ou tel groupe humain. Et puis, il y a toujours un exemple d'intelligence interculturelle que je prends, c'est il y a des pays du monde où se gratter le nez, c'est un signe de politesse, et d'autres où c'est une injure. Donc ça, il faut être très sensible à ça, et puis de se dire qu'est-ce qui se passe. À partir de là, on a comment je dirais, une attitude éditoriale qui est de dire est-ce qu'on fait une version française la plus large possible, compréhensible par le plus grand nombre de francophones, ou est-ce qu'on fait une version régionaliste où on met des régionalismes à droite à gauche pour bien séparer les choses. Une grosse partie de l'adaptation, c'est l'humour. Mhm. Ce qui nous fait rire, nous, ça fait pas rire les voisins du Sud, ça fait pas rire les Espagnols, ça fait pas rire les Coréens. Donc, est-ce qui les fait rire, eux? C'est pas la même chose que nous. Donc, il faut qu'on adapte ça. C'est pour ça qu'on appelle ça une adaptation. Et comment on fait pour traduire la culture? Par exemple, je sais que la France et le Québec, c'est très différent. La question éditoriale est centrale et dépend pas de nous. Est-ce que je fais une version québécoise ou est-ce que je fais une version qu'on va être capable d'ouvrir aux 275 millions de locuteurs francophones que nous sommes? Qui est le public final qui va écouter ça? Puis comment ça fonctionne quand il y a plusieurs dialogues en même temps? On nous permet de mettre jusqu'à 5 personnages ou 6 personnages en même temps. Et donc, en général, pour des questions d'enregistrement, le technicien veut enregistrer chaque voix séparée. Et puis après, c'est lui qui va faire le mélange entre les deux. Mais la façon dont les mots arrivent, chaque comédien, chaque personnage a sa ligne. Donc on sait qu'Annabelle, elle est sur la ligne du haut et Marc qui parle en même temps, il est sur la ligne d'en dessous. On va le faire l'un après l'autre et puis après, ce sera mixé
en studio et recalé. Voilà. Mais ça, c'est le directeur de plateau ou la directrice de plateau qui décide quelle est la réplique qui doit ressortir par rapport, quand tout le monde parle ensemble. Et quand il y a beaucoup plus que 5 personnes, on appelle ça une ambiance. Donc dans ce cas-là, l'adaptateur, s'il fait bien son travail et s'il a le temps, il propose un certain nombre de phrases sur la même ligne qui sont comme un thème d'improvisation. Et les comédiens en studio vont improviser à partir de là. Ambiance bureau, ambiance cours de récréation, ambiance match du Canadien au Centre Bell. Et on va refaire plusieurs passages pour créer une ambiance qui sonne français, qui sonne francophone. Le son de l'anglais est presque une tierce au-dessus, donc ça fait ouais, ouais, c'est assez haut. Et une ambiance dans un bar à Montréal, c'est un peu plus bas. On a la voix plus grave dans les pays latins. Chaque langue a sa vibration. C'est pour ça que toutes les chansons anglo-saxonnes sont très haut perchées, parce que la vibration moyenne de la langue est une tierce au-dessus d'une langue latine. Et les Russes, par exemple, qui ont beaucoup plus de sons dans leur langue, c'est encore plus grave. Et dans quel domaine exactement on doit adapter? Les traductions scientifiques, économiques ou romanesques, elles respectent vraiment au mieux du sens qu'a voulu l'auteur. Et puis en plus de ça, le grand talent des traducteurs, c'est de reproduire le style de l'auteur aussi. Il n'y a pas la même écriture chez Norman Mailer que chez Scott Fitzgerald, par exemple. Donc, il faut reproduire cette ambiance-là. C'est très subtil. C'est là on fait des métiers créatifs aussi. Et il faut respecter cet esprit-là. L'audiovisuel, donc la chanson, le texte dit à l'image, la radio même, pourquoi pas. C'est quoi les différents types de localisation sonore? Vous avez le beau documentaire animalier de Disney ou du National Geographic où ils ont mis des gros moyens et c'est magnifique en général. Ils ont fait appel à des auteurs pour écrire le dialogue. Ils ont refait. Bon, donc ça, c'est des films à gros budget. Vous avez le petit reportage sur ce qui se passe dans les cantons de l'Est fait par deux copains là, mais c'est pareil, ça. Il y a un contenu. Et puis, vous avez plutôt les émissions en surimpression vocale, surtout de flux, mais qui sont plutôt des reproductions d'émissions de télévision qu'on ne veut pas doubler, ou les rois de la brocante, ou les amateurs de vieilles voitures, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est un ton différent à chaque fois. Et il y a autant de... Mais à chaque fois, il y a le même principe de la surimpression vocale, c'est-à-dire qu'on garde un tout petit peu le son anglais la plupart du temps en dessous, et les comédiens sont mixés par-dessus pour qu'on puisse voir ça. Mais il y a tous les genres de produits qui s'y font. Le, la question économique qui se pose quand on voit la difficulté des chaînes de télévision classiques, là, c'est qui regarde ces programmes et sur quels médias. Puisque maintenant, toute la nouvelle génération, ils sont sur l'Internet, ils ont la télévision par Internet, ils ont la télévision sur des plateformes, et ça n'est plus du tout de la télévision comme on l'a connue, ou comme je l'ai connue quand j'étais enfant, avec le journal à telle heure, les sports à telle heure, le grand film à telle heure, et les coupures de publicité. On ne peut plus faire ça comme ça maintenant. Donc, on continue, les plateformes continuent à avoir des émissions de tout type, mais est-ce qu'il y a autant de volume? Est-ce qu'il y a autant de spectateurs pour ça? C'est pas sûr. Ça fait partie des nombreux mouvements qui traversent l'industrie en ce moment et sur lesquels on n'a pas la main. Ça, c'est sûr. Il y a la surimpression, le doublage, les sous-titres. Je sais qu'il y a aussi l'audiodescription. Il y a l'audiodescription aussi. Et le problème que ça pose à tout le monde, l'audiodescription, c'est que ça a été une chose décidée un peu partout d'ailleurs. Il n'y a pas qu'au Québec, en disant il faut une piste pour les gens qui sont handicapés, plus ou moins handicapés. Mais il n'y a jamais eu le budget pour ça. On ne sait pas où trouver l'argent pour ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'argent pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle, je dirais, les applications les plus avancées de l'intelligence artificielle se font là-dessus. C'est-à-dire une traduction automatique qui est repérée sur le timecode du film et qui est enregistrée par des voix synthétiques. Mm. Voilà.
Tout ça pour dire, OK, on a une piste pour les gens qui sont handicapés. C'est sur le contrat, on a fait le contrat. Mais il y a pas vraiment de budget pour ça. Donc c'est pour ça que c'est un peu le parent pauvre de toute la localisation, ça. Mhm. Mais c'est obligé par la loi. Vous dites qu'il y a beaucoup de jeux de mots, de figures de style. Comment on traduit tout ça? Il faut qu'on l'adapte aux sonorités françaises. Il y a des hiatus de voyelles, il y a des fois les petits pots à beurre et autres choses qui font rire le monde ici. Ça va pas faire de jeu de mots. Enfin, le jeu de mots anglais ne va pas fonctionner ou on va pas comprendre la référence. Donc, il faudra qu'on trouve une référence proche de nous. Il faut trouver une autre blague et contourner ça. C'est là qu'il faut être créatif et être surtout ouvert il faut écouter les gens parler dans la rue, il faut écouter le journal, savoir quel est le langage que parlent les gens tous les jours. Euh, c'est bon de connaître un avocat qui parle comme un avocat, un médecin qui parle comme un médecin, un garagiste qui parle comme un garagiste, une pharmacienne qui parle comme une pharmacienne, que tout ce monde-là ne parle pas tout à fait de la même chose, de la même façon. Donc voilà, c'est ça, c'est là, il faut être curieux, il faut être comme un fox terrier sur la piste du renard. Et encore une fois, on ne vérifie pas le sens des mots dans un dictionnaire, ce serait trop facile. On vérifie leur usage et la façon dont ils sont utilisés tous les jours. Donc c'est là qu'on a un métier qui est évolutif et qui doit rester créatif absolument. On a notre petite part de créativité. On a toujours à un moment donné dans une adaptation la phrase qui est formidable, il y a tout, il y a le sens, c'est possible à dire, c'est facile à jouer, il y a tout ça, mais ça rentre pas dans l'image ou ça fonctionne pas avec ce qui se passe avant. C'est une mécanique de précision, un dialogue. C'est un peu comme une horlogerie. Si vous changez une chose à un moment donné, même pas une référence, comme ça m'est arrivé plein de fois, mais il faut que ça remonte au début de la scène et ça trahit peut-être la situation dramatique. Donc, il y a tout un cimetière de phrases inoubliables qu'on garde dans des carnets ou dont on se souvient pour une prochaine fois. Peut-être qu'on pourra la réutiliser. Mais voilà, ça, on peut pas le dire. Ce serait bien, mais ça fonctionne pas. Et c'est pareil, là aussi, on joue avec le synchronisme parce que le synchronisme est une illusion. Euh, et c'est une illusion, y compris avec les logiciels qui vont reproduire ça en intelligence artificielle parce que ce sera trop sec. Il y aura jamais la réalité. Ou alors, on va nous proposer des programmes avec des marionnettes ou des gens marionnettisés, si vous me passez le néologisme, mais pas avec des vraies personnes qui sont filmées à l'écran. Tout ça pour du synchronisme. Avec des marionnettes, c'est facile parce que le synchronisme est beaucoup plus. Il faut vraiment Mhm. aller avec l'énergie de la marionnette, avec l'énergie qu'il y a, avec ce qu'il y a dans l'image. Mais souvent, c'est vrai, on, on va se fonder sur la façon de respirer du personnage. On va regarder son épaule qui monte ou sa joue qui commence à bouger. On va se servir de ça. C'est là que je dis que c'est une illusion. Il y a aussi une part d'improvisation de la part des acteurs qui sont. Il faut dire, pour faire ce genre de programme, il faut s'amuser à l'écrire, il faut que ça vous amuse et il faut s'amuser à l'enregistrer. Et des fois, même la première prise en studio, les gens restent à rire et on est obligé de faire une deuxième prise parce que, évidemment, c'est la première fois qu'ils le voient, les comédiens, donc ça les fait rire, c'est normal. Et pour faire rire les... Mais voilà, ça, c'est plutôt rigolo à faire, oui. Donc vous traduisez pas des mots, mais un dialogue, un récit. Et une situation dramatique. C'est là que la formation, tous les gens qui ont une formation théâtrale, ça leur donne comment je dirais, un avantage, une expertise, je dirais. D'abord parce qu'ils ont étudié les grands textes classiques et qu'il y a à peu près toutes les situations dramatiques qui ont été fouillées par les grands auteurs. Le reste n'est une redite ou en moins bien ou en mieux ou en innovant parfois, mais il y a assez peu d'histoires qui soient vraiment innovantes. Et, euh, et il y a le sens du dialogue. Est-ce que vous avez des contraintes quand vous adaptez? On a des contraintes. Alors, de la part de nos chers clients, on doit aller de plus en plus vite. Je ne sais pas pourquoi.
En ce qui me concerne, la seule personne, le seul métier du monde où vous avez une urgence, c'est quand vous conduisez l'ambulance et que vous avez un mourant dans votre ambulance. Ça, c'est une urgence. Il faut l'emmener aux urgences, justement. Pour l'audiovisuel, on fait de la conserve. Il y a rien qui nous presse. Je vois pas en quoi aller plus vite, ça fait gagner quoi que ce soit. Ça fait gagner plus d'argent plus vite, peut-être, mais ça fait pas des meilleures choses. Ça, c'est sûr. On était quatre auteurs différents pour écrire 10 épisodes parce que ça devait être livré, les adaptations, en 15 jours, cinq épisodes une semaine, 5 épisodes une autre semaine. Donc, on apprend, ou on a appris, ou on sait faire déjà le travail collaboratif en temps réel, en partageant les informations. Euh, oui, c'est ça, au fur et à mesure qu'on fait l'adaptation, pour que sur le plan éditorial, il y ait à peu près la même ligne de conduite, le même champ lexical, les mêmes recherches. S'il y a une recherche qui doit servir aux collègues, bah, on la partage sur des sites protégés. Voilà, sur des sites partagés. Un traducteur ou une traductrice de roman, il peut rajouter des pages, c'est pas un problème. Nous, on a une contrainte qui est le temps où l'acteur joue à l'image. Donc, il faut qu'on réduise des phrases des fois. Et c'est pire pour le sous-titrage, puisqu'on a une norme qui est un nombre de signes, ponctuation comprise, espace compris, en fonction du temps où l'image est à l'image avant, dans chaque plan. Quand on voit que les jeunes de maintenant regardent les films en vitesse 1,5 je veux dire, sur des petits téléphones. Alors que nous, on fait ça pour des grandes images sur des grands écrans. Et on nous fait travailler sur des images qui sont soit non définitives, soit complètement barrées, rayées par des filigranes partout. Enfin, c'est même pas des filigranes parce qu'on les voit bien à l'image. Ce qui est très embêtant quand on a un personnage qui parle et que le timecode est dans sa bouche. Nous, on a un peu de problème à le synchroniser là. Et même les comédiens, ils peuvent pas faire plusieurs prises, ils peuvent pas retravailler leur rôle. Eux, ils arrivent en studio, c'est la première fois qu'ils voient le programme. Et ça défile devant leurs yeux. Ils le regardent deux fois, puis après ils enregistrent. Et des scènes de paroxysme, tant qu'à faire, ou des scènes difficiles, des scènes d'émotion, des scènes où il faut courir et en même temps, ben, on est dans un studio. Donc ça demande du temps pour être enregistré correctement. Mais si on n'a pas le temps, ben, on fait une prise à chaque fois et puis on fait que mettre des mots vaguement synchrones sous une image. Mais c'est plus du tout le même travail. Donc ça, c'est une contrainte de temps aussi à tous les niveaux. Il y a des phrases de tous les jours où on n'y arrive pas. Puis il y a la grande scène de l'avocat qui n'arrête pas de parler où on y arrive très bien. On n'est pas dans le même état tous les jours. Et il y a des jours où les dieux sont avec nous, et puis d'autres jours où ils sont partis se coucher ailleurs, ils sont partis bénir un autre adaptateur ou une autre adaptatrice, et voilà. Donc c'est ça qui est difficile à faire. Mais ouais, c'est la plus grosse contrainte qu'on puisse avoir là, c'est la. On est des métiers de chuchoteurs, on n'arrête pas de faire. Alors, moi, tu fais ça, oui, alors là, ça va. Non, je remonte un peu, 3 images avant, 4 images après. Et parce qu'on essaye tout le temps si on ne l'a pas essayé ou si on bute sur un mot, je dis, ah oui, mais là, je bute sur un mot parce que anticonstitutionnellement, c'est pas possible. Même le meilleur comédien de Montréal, il va pas s'en sortir, donc il faut que je mette un autre mot à la place. C'est quoi l'importance de la ponctuation dans l'adaptation? La ponctuation, c'est le solfège des acteurs. C'est là où ils vont prendre leur respiration, où ils vont mettre un point final, où ils vont mettre un point d'interrogation, un point d'exclamation, dans la mesure où c'est la première fois qu'ils voient la phrase. C'est la première fois qu'ils voient. Ils n'ont pas travaillé leur rôle. Si vous êtes un comédien en saison 12 et que vous connaissez votre personnage par cœur, oui, ça commence à aller. Et puis, vous êtes habitué aux adaptations et tout ça. Mais au tout début d'une série, il faut vraiment donner le maximum d'informations. Et sur la bande rythmo, on a beaucoup d'informations utile, mais la plus importante, c'est la ponctuation vraiment. On fait des métiers à forte valeur ajoutée sur le plan de la créativité. On réinvente la phrase et après, il faut qu'on se rende compte de ce que ça veut dire et après, il faut qu'on vérifie qu'elle colle dans le dialogue et qu'on vérifie que c'est possible sur le plan de la diction, où j'ai pas trois labiales qui se suivent ou quatre hiatus de consonnes ou de voyelles. Je sais, j'avais fait un programme de surimpression vocale
sur l'histoire de l'aviation et donc une partie de la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait plein de mots en allemand, Berchtesgaden, Baden, etc., etc. Et cetera. Et le comédien qui faisait le narrateur était fâché avec les prononciations allemandes. Donc je lui laissais bien la place dans la phrase pour qu'il ait le temps de travailler son texte avant. Je dirais que chaque nouvelle série, il faut 2 épisodes ou 3 épisodes pour apprendre. Il y a une phase d'apprentissage, le style de réalisation, le style de jeu. Est-ce qu'ils ont un jeu surjoué parce que c'est une comédie et qu'ils en font des... Ou au contraire, est-ce que c'est un jeu minimaliste? Comment ils abordent les jeux? Comment les textes sont écrits? Quels sont les champs lexicaux? Donc, cette phase d'apprentissage-là va nous solliciter nos stratégies d'apprentissage propres et on va les adapter elles-mêmes. L'adaptateur s'adapte à ce qu'il a en face sur son écran. On parle et on travaille sur un matériau qui est vivant. Il ne faut jamais l'oublier, ça. C'est du matériau vivant et c'est fait pour être incarné, même si c'est enregistré. Donc, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais il faut se méfier de ne pas se mettre à écrire une langue mystérieuse qui n'existe pas, qui est le synchronien. Le synchronien, c'est une langue qui est parfaitement synchrone, mais qui ne veut rien dire. Et donc, il faut toujours penser que le comédien va avoir, ou la comédienne va avoir besoin de comprendre ce qu'il joue et lui donner vraiment du grain pour son moulin, quoi. Il y a peut-être des automatismes qui se font, ou le je suis désolé sur I am sorry. Bon, on sait que ça fonctionne à peu près. C'est pas du tout français de dire je suis désolé, si je vous demande pardon ou excusez-moi. Si j'avais des automatismes, et il y en a toujours qui se pointent leur nez là où on les entend pas, je m'en méfierais a priori. Des facilités, ou ce qu'on appelle... Alors, les Américains, dans le jeu américain, il y a beaucoup ce qu'on appelle des chevilles. C'est avant d'attaquer la phrase, on commence à dire well, you know, I mean, machin. Tu m'as toujours pas dit ce que tu voulais me dire. Tu m'as fait des mines et des machins. C'est des maniérismes de jeu. Ok, j'ai compris ce que ça voulait dire. Ou qui commence par oh, au fait, oh, ceci, oh, cela. À un moment donné, bon, on peut plus. Et une des choses de l'adaptation, c'est rentrer dans la phrase. Si je vous dis, Annabelle, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne vais pas vous dire oui, écoute, ça me gêne, mais écoute, tu comprends, je ne suis pas d'accord. Non, je vais te dire, je ne suis pas d'accord. On va rentrer dedans. Et là, souvent, pour faire avancer le dialogue et pour faire avancer la situation dramatique, les gens s'encombrent pas de chevilles comme ça. Donc, des fois, on est un peu obligé de les utiliser, mais avec parcimonie. Parce que de toute façon, l'acteur, il faudra qu'il le joue. Il faudra qu'il la joue, cette cheville-là. Donc, il faudra qu'il l'incarne, il faudra qu'il la remplisse. Et c'est pas que du bruit, c'est aussi des mots qui ont du sens. Enfin, c'est une phrase qui a du sens. Et finalement, c'est quoi la limite entre la fidélité et la créativité? C'est une bonne question. Le curseur bouge en fonction de la liberté qu'on a d'adaptation. C'est sûr qu'on ne peut pas partir n'importe où. Il faut encore une fois respecter la situation dramatique, ce qu'a voulu le réalisateur et la façon dont les comédiens l'ont joué. Donc ça nous met comment je dirais, un certain frein à la créativité. On ne peut pas écrire autre chose. Si vraiment vous avez une bonne idée, écrivez votre script, écrivez votre scénario à côté. Alors, on peut, ça c'est toujours possible, mais on peut pas se permettre d'être mot à mot parce que c'est scolaire et c'est injouable la plupart du temps. Et ce sera juste, mais ce sera parfaitement beige, sans sucre, sans gras. Ça évolue tout le temps. C'est pas une science exacte parce que les langues évoluent, chacune dans leur genre, chacune en parallèle. Il y a même certaines répliques cultes dans les versions françaises qui sont devenues populaires dans la francophonie et qui n'ont plus rien à voir avec le film original. Mais ça, c'est les aventures des succès. Est-ce que vous avez des outils ou des logiciels que vous recommandez? Les principaux s'appellent Mosaïque. Il y a un nouveau logiciel, mais qui est propriétaire d'un studio à Montréal et d'un autre à Paris, qui s'appelle Iritmo. Et puis, il y a un, entre guillemets, vieux logiciel qui s'appelle Synchronos, mais qui est toujours en utilisation, plus 2 ou 3 autres qui sont en accès libre. Merci beaucoup d'avoir assisté au podcast. Moi, je veux vous remercier en tout cas, Annabelle, de faire mieux connaître nos métiers bizarres et étranges, tant qu'il y en a encore, tant qu'on est encore en activité. Et puis, vous souhaitez de continuer d'avoir du succès dans ce que vous faites. Voilà. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux?
La compagnie Thalia a une page sur LinkedIn et moi-même j'ai une page LinkedIn. Merci beaucoup encore.